qui va nous parler d'un sujet très intéressant, faire du sport avec un pacemaker ou un défibrillateur. Alors, est-ce qu'il faut mettre un défibrillateur semi-automatique sur tous les stades? Comment on peut faire? Ah, je croyais que vous alliez me demander est-ce qu'il faut mettre un défibrillateur pour pouvoir faire du sport. Non. C'était... Alors, donc, merci donc, au comité d'organisation de m'avoir invité à parler. Donc, c'est un sujet que je connais assez bien. Donc, on va parler... Alors, les porteurs de pacemaker et de défibrillateurs peuvent-ils faire du sport? Alors, ça, c'est des statistiques publiées par l'INSEE qui ont été reprises par, ici, publiées dans les archives de maladies du cœur par l'équipe de Xavier Jouvel, il y a 3 ans, 2011. Donc, des statistiques déjà anciennes. Vous voyez, en France, c'est la représentation des statistiques des implantations de pacemakers, de resynchronisation et de défibrillateurs en France. Alors, on voit sur 2 ans, déjà 2008-2009, la progression 61 000 à 64 000 pacemakers implantés en France. La progression des défibrillateurs, 7 500, 9 000. Ce qui fait quand même sur les prothèses implantables, en gros, plus de 70 000. Et actuellement, on est à largement plus de 75 000. Ce qui fait sur 75 000 prothèses implantées en France, pacemakers ou défibrillateurs, on se dit, il va bien y avoir des sportifs là-dedans. Alors, si on regarde, ça c'est des chiffres que vous connaissez, des chiffres aussi de l'INSEE, le nombre de licences sportives délivrées en France, toutes pratiques confondues, c'est-à-dire tout sport confondu, olympique, non olympique, il y en a, donc c'est en milliers, donc ça fait 17 544 000 licences délivrées en France, donc plus les gens qui ne sont pas licenciés et qui font du sport. Alors, qu'a-t-on à opposer à ça? Donc, que peut-on dire à ces porteurs de pacemakers ou défibrillateurs qui font du sport? Qu'est-ce qu'on a comme recommandation? Les recommandations officielles internationales sont vieilles. Vous voyez ici, 2005-2006 pour les recommandations américaines et européennes. La 36e conférence Bethesda. Alors, ce qu'on retrouve dans la littérature, finalement, pour, là, ici, les porteurs de pacemakers, qu'est-ce qu'on peut leur recommander officiellement? Eh bien, pas grand-chose. Si on prend bien sûr, le point essentiel, comme toujours, mais je vais largement y revenir après, c'est la cardiopathie sous-jacente, la raison pour laquelle ils ont été implantés. Mais si l'on s'en tient simplement à la surveillance de la prothèse, finalement, les porteurs de pacemaker, on va pouvoir leur proposer, dans la classification de Mitchell, les sports 1A et 1B. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir leur proposer grand-chose. Pour les défibrillateurs, bien qu'ils soient reconnus largement comme efficaces pour arrêter toutes les arythmies malignes, on ne sait pas très bien ce que ça peut devenir dans des conditions de sport extrême. Même si la physiopathologie est un peu différente, on sait très bien que par exemple le commotio cordis, quand ça arrive sur un terrain de sport, c'est quelque chose qui est très difficile à réanimer. Un sportif qui a une cardiopathie hypertrophique, qui à un haut niveau fait un arrêt cardiaque sur un terrain de sport avec l'ischémie, l'acidose, ce sont des gens qui quelquefois peuvent être difficilement défibrillables. Donc peut-on laisser faire du sport sans risque? On ne sait pas. Et bien sûr, il n'y a pas d'indication, puisque ça a été discuté, à un défibrillateur pour qu'un athlète puisse continuer à faire du sport. Alors, donc, tous les sports d'intensité élevée sont contre-indiqués et on recommande, 6 mois après l'implantation d'un défibrillateur, des sports de basse intensité. Donc, en gros, je pourrais m'arrêter là et on pourrait proposer, voilà, si pour veulent faire de la compétition, ils font du billard ou du baby-foot. Quoique, je ne suis pas certain que Mitchell ait beaucoup joué au baby-foot parce que je pense qu'il peut y avoir quand même des niveaux d'excitation assez importants. Alors, dans la pratique courante, nous, on a des recommandations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tous ces patients? Alors, si on regarde un petit peu toutes ces dernières années, en fait, dans l'équipe, on ne retrouve absolument rien sur le sport chez les porteurs de défibrillateurs ou de pacemakers. Alors sur Internet, on trouve plein de choses. Alors ça, à gauche, c'est un jeune homme donc hollandais, belge, qui a une dysplasie du ventricule droit, qui est suivi par Pedro Brugada, qui a été implanté d'un défibrillateur après une mort subite récupérée. Dans l'équipe, tout ce qu'on trouve sur lui, c'est ce qui est à gauche, le petit encart avec sa fiche. Et puis si vous regardez sur Internet, vous tapez son nom sur Internet, il y a une vidéo que vous avez tous sûrement déjà vue sur YouTube, parce qu'elle a été vue presque 500 000 fois actuellement. Et donc c'est une vidéo où il est donc en Belgique, seul pays, en tout cas en Europe, où on peut avoir une licence de foot professionnelle avec un défibrillateur. Et donc on le voit pendant un match officiel faire une mort subite sur le terrain, il est défibrillé, il reprend connaissance, et voilà, tout est réglé. Alors, dans les autres journaux, les grands journaux sportifs,
ben, on retrouve plein de choses, aussi bien dans les journaux espagnols que les journaux américains. Il y a régulièrement des articles sur la mort subite chez les sportifs de haut niveau et sur les porteurs de défibrillateurs. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont sportifs et qu'ils sont appareillés? Alors on va passer là-dessus. Voilà un autre exemple, mais il y a plein d'exemples maintenant sur des joueurs souvent d'origine africaine qui ont des CMH, qui font des morts subites ou des équivalents de morts subites, qui sont appareillés et qui, pour continuer à pratiquer leur sport, souvent le football, c'est le plus médiatisé, on en parle plus, vont jouer en Belgique actuellement. Il y en a plusieurs qui sont implantés de défibrillateurs et qui jouent. Et alors finalement, d'un point de vue réellement scientifique, il y a peu de gens qui sont intéressés à ça. Alors il y a Rachel Lampert de l'université de Yale qui, déjà en 2006, a fait un registre qui a été publié dans le Journal of Cardiovascular Electrophysiology. C'est un registre, c'est un questionnaire envoyé par la poste à 1687 rythmologues américains inscrits à la Société américaine d'électrophysiologie, HRS. Elle a eu 614 réponses. Alors, sur ces réponses, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est l'attitude de ces cardiologues qui sont des implanteurs de pacemakers et de défibrillateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, quand ils ont implanté un défibrillateur à un sportif? Et donc, vous voyez, donc ici, en fait, si on regarde les sports qui ont été, puisqu'à gauche, si on leur demande quelles ont été vos recommandations vis-à-vis du sport chez les patients que vous avez implantés, eh bien, on voit que la plupart ont interdit les sports de haute intensité, les sports de contact, mais que finalement, beaucoup ont autorisé de poursuivre le sport. Et quand on leur demande quel type de sport ils ont autorisé, eh bien, on est surpris de voir que régulièrement, ils ont autorisé quasiment n'importe quel type d'activité. Alors qu'on s'attendrait que peut-être certains sports avec des contacts physiques, dans des jeux collectifs en particulier, peuvent être violents, des sports où on pourrait être mis en difficulté par la présence d'un malaise, un type plongée, alpinisme, ce que vous voulez, pourrait être formellement contre-indiqué. En fait, qu'on voit régulièrement ces médecins, un peu comme on fait nous en fait dans la vraie vie, ont autorisé leurs patients à faire du sport et à continuer leur sport. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Donc, en résumé, dans ce registre, donc 40% des médecins interrogés ont reconnu qu'ils avaient des patients qui avaient eu des chocs pendant une activité sportive. Et 14% des médecins, donc ça faisait 87 médecins sur ces, au départ 600 et quelques, avaient au moins un patient qui avait eu un choc pendant la compétition. Essentiellement, c'était de la course à pied ou du basket, parce que le basket, c'est un sport plus pratiqué, sûrement aux États-Unis qu'en Europe. C'est donc un interrogatoire américain, je vous rappelle. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes types de sports que nous. Alors, est-ce qu'il y a eu des complications liées à ces défibrillateurs et au choc, éventuellement pendant l'exercice sportif? Eh bien, en fait, il y a eu très peu d'arythmies et très peu de complications. Alors, il y a eu 1% qui ont rapporté des blessures corporelles qui pensaient être attribuées aux troubles du rythme, en tout cas, peut-être pas au choc, mais aux troubles du rythme. Il y a eu 5% de lésions du défibrillateur, donc ce sont des lésions des sondes, bien sûr, vous savez que la sonde est l'élément fragile du défibrillateur. Et il y a eu un seul patient, donc ça fait moins d'1%, pour qui a été rapporté un échec de choc, mais c'était, par chance pour lui, des chocs inappropriés. Alors, le plus fréquent, la complication la plus fréquente, c'est des problèmes sur les sondes, ça je vous l'ai dit, et puis les blessures ont été des blessures mineures. Dans cet interrogatoire, sur les porteurs de défibrillateurs, il y a eu 2 décès, et alors c'est ça qui est extraordinaire, ces 2 décès, il y en a un qui est un décès d'une autre étiologiste, une néoplasie, et un décès qui est survenu pendant une activité sportive, c'était un patient qui faisait du tapis roulant, qui est tombé du tapis roulant, qui s'est fait un hématome intracrânien et qui est mort de son hématome intracrânien. Et alors, depuis 2006, en fait, il n'y a rien eu jusqu'à 2013, où il y a 2 articles qui se sont intéressés à la question. Alors, il y a une publication de la Mayo Clinic, Jonathan Johnson, sur des athlètes avec un QT long congénital. Donc, QT long congénital avec 353 patients porteurs d'un QT long congénital. Là-dessus, il y avait 130 athlètes, qui étaient certains des athlètes de très haut niveau, de tous âges, confondus, en général des jeunes, mais de 9 ans à 30 ans en moyenne. Et donc, on a 130 patients. Sur ces 130 patients, il y en avait 20 qui avaient un défibrillateur. Donc, peu de défibrillateurs, mais quand même 130 patients avec un QT long, pour qui, a priori, le sport de compétition est contre-indiqué.
Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez la répartition, il y avait des sports donc à un niveau national, professionnel, des sports de collège, des sports de loisirs, mais toujours des sports encadrés en club. Et ben, il y en avait quand même beaucoup sur ces 130 qui ont continué à avoir une activité sportive très importante. Et puis, donc il a comparé, en fait, quelle avait été l'attitude par rapport aux recommandations en vigueur. Alors, les recommandations de l'ESC et les recommandations de Bethesda. Alors, quelle est la différence pour le QT long? Ben, en fait, il y a une seule différence qui est très simple, c'est que les recommandations européennes excluent tout QT long de sport de compétition, et les recommandations de Bethesda permettent de faire du sport à des gens ayant un génotype de QT long, mais ne l'exprimant pas, c'est-à-dire et n'ayant pas le phénotype, n'ayant pas un QT long sur l'électrocardiogramme. Voilà, c'est ça la différence. Et donc en fait, il montre que donc finalement, il y a 10 patients sur ceux-là qui pourraient rentrer dans les recommandations de Bethesda si on appliquait les critères, enfin l'inverse, excuse-moi. Donc sur cette cohorte, finalement, il y en a beaucoup qui ont continué à faire du sport, même à haut niveau, sans avoir aucune complication, aucun événement cardiaque pendant le sport sur cette cohorte, avec un suivi total qui fait 650 années patients. Donc certes, il y a peu de patients implantés de défibrillateurs, ça fait que 130 patients, c'est pas non plus énorme, mais ça montre que ces patients peuvent, dans certaines circonstances, quand même faire du sport. Et puis, donc Rachel Ampère, toujours la même, a fait évoluer son registre et a fait une enquête officielle, prospective, incluant des patients tous porteurs cette fois-ci de défibrillateurs et sportifs, vraiment sportifs, professionnels, semi-professionnels, en sachant bon, il n'y avait pas de professionnels, il y avait des hauts niveaux universitaires américains, ce qui est quand même du haut niveau. Et donc, à la fin, elle avait 428 patients. Sur ces 428, il y en avait 44 qui faisaient du sport, des sports considérés comme à très haut risque, et le reste qui faisait du sport très régulièrement, à un bon niveau, en compétition. Alors, on voit qu'ils avaient tout type de cardiopathie. Vous voyez que dans sa série, il y en avait 22% seulement, on pouvait s'attendre à plus, qui avaient une cardiopathie hypertrophique. Mais on avait des QT longs, on avait des dysplasies arythmogènes du ventricule droit, on avait après toutes sortes de canalopathies, FEV idiopathique, Brugada, repolarisation précoce, on avait des TV polymorphes allergiques, toutes sortes de causes de mort subite habituelles. Et quand on regarde finalement sa série, et bien finalement, en résumé, il y a eu très très peu d'événements pendant la compétition. Ces événements, on a eu essentiellement des événements appropriés, qui étaient donc des tachycardies ventriculaires ou des fibrillations ventriculaires. Il n'y a eu aucun échec de traitement. La série, en fait, il y a très peu de patients qui ont eu des événements, mais ces patients-là ont eu régulièrement des événements, ce qui fait qu'en nombre d'événements, il y en a un nombre relativement important, mais ça concerne en fait 10 patients. 10 patients qui, eux, ont eu chaque fois, toujours les mêmes, ils ont eu un événement, en général tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire. Donc en fait, si vous voulez en raccourci, ça dépendait de la cardiopathie sous-jacente. Voilà. Et il y a eu un seul patient qui a eu un choc inapproprié, en fait un choc sur l'onde T, qui a été une surdétection de l'onde T, et elle n'a pas retrouvé, ça c'est l'évolution dans sa population, des sondes, l'évolution de la longévité des sondes, dans sa population donc, de patients sportifs, il n'y a pas eu d'accroissement notable de rupture de sonde par rapport à ce qui est préconisé par les constructeurs. Donc en gros, pour l'instant, on est obligé de s'en tenir bien sûr aux recommandations officielles en France. Vous voyez, pour l'instant, il y a des registres qui font penser qu'on va pouvoir peut-être faire évoluer ces recommandations pour autoriser officiellement certains patients, en particulier porteurs de défibrillateurs, à faire du sport. Mais bien sûr, il ne faut jamais oublier que les prothèses implantables sont une chose, ce qui est l'élément majeur, c'est la cardiopathie sous-jacente, c'est-à-dire la raison qui a fait implanter le défibrillateur. Et que ça, c'est un facteur déterminant et c'est le facteur qui va être l'élément limitant majeur dans la prise de décision pour autoriser quelqu'un à faire du sport. Et alors, on entend parler de plus en plus
de sportifs qui continuent à faire du sport un peu contre l'avis de leur médecin ou des fédérations. Et là, par exemple, c'est l'exemple que vous devez connaître de Sarah Hébert, qui a été implantée à Brest il y a quelques années, qui est une championne de planche à voile, qui a été championne d'Europe et vice-championne du monde de windsurf, et qui donc fait beaucoup de communication. Elle a un blog sur Internet, elle a un site Internet où elle fait beaucoup de communication sur le fait qu'elle est porteuse d'un défibrillateur et qu'elle continue à faire du sport en toute sécurité. Elle s'est trouvée des partenaires pour faire une traversée de l'Atlantique en windsurf qu'elle n'a pas pu terminer malheureusement. Et donc, vous voyez, c'est des exemples qui vont croissant pour dire qu'effectivement, il va falloir probablement faire évoluer les recommandations actuelles sur le sport chez les porteurs de défibrillateurs. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Luc, on est tout à fait dans les temps. On a la place pour 2 questions.